Bonjour tout le monde, bienvenue à Entrepreneurs sous les projecteurs, Action Coach, Performance, Catherine Lavoie, propriétaire de la firme de Montréal. Donc aujourd'hui, je reçois Thibaut Leraillé de Punctual Design. Donc bienvenue Thibaut et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Catherine, enchanté et merci beaucoup pour l'invitation. C'est très plaisir d'être là. Ça me fait grand plaisir. Donc Thibaut, j'aimerais d'emblée que tu nous présentes ta compagnie, qu'est-ce que vous faites et que par la suite, tu m'expliques un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à lancer cette belle compagnie. Ok. Punctual Design, c'est un studio de design produit et de design industriel avec un focus sur l'éco-conception. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous distingue, c'est qu'on repense un petit peu les produits, on repense en fait, majoritairement pour résumer, on essaie de réduire l'impact environnemental des produits. Donc que ce soit dans la conception, que ce soit dans les matériaux, que ce soit dans différentes stratégies de durabilité qu'on met en place pour chacun des produits. Et quand je parle de produits, c'est vraiment des produits physiques. Donc on aide nos clients à développer des produits physiques avec un impact réduit, pour Excellent. résumer. Fait qu'exemple, tu sais, moi j'ai un partenaire qui s'appelle Carlsberg. Ils ont créé de la colle pour plus qu'il y ait de packaging officiel pour coller les canettes ensemble. Donc, ça serait exemple, on pourrait faire appel à tes services pour développer, exemple, un packaging qui soit plus environnemental, puis que tu pourrais développer quelque chose par rapport à ça. Est-ce que c'est bien ça? Du packaging, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais il y a vraiment d'autres firmes qui sont experts en packaging. Nous, c'est vraiment plus le produit physique, mais c'est plutôt, on va dire, des produits électroniques. Par exemple, faire un jardin d'intérieur, faire par exemple du luminaire, vraiment tout type de produits physiques où il y a un peu d'électronique ou moins d'électronique, peut-être low-tech parfois, mais c'est ouais, tout type de produits physiques, on va dire. Pas forcément, un peu moins les packaging. Parfait, excellent. Donc, maintenant, parle-moi un peu de ton parcours, puis on va comprendre pourquoi tu es spécialisé plus dans l'électronique. Euh, ouais, je vais remonter un petit peu plus loin, je vais remonter un petit peu à mon parcours même universitaire. Oui. Du coup, j'ai fait une école de design en France, à Paris. Donc, j'ai un master en développement de produits. J'ai fait ça pendant 5 ans. Après, j'ai travaillé rapidement à New York pendant 6 mois dans une agence de design. On faisait du design prospectif. Donc, c'était du design pour Samsung, LG, Panasonic et vraiment tout ce qui allait pouvoir être bah, pour dans 20 ou 30 ans. Donc là, c'était vraiment une mission de 6 mois pour repenser tout ce qui était écran et télévision. Donc on fait pas juste du design, on repense la société, les usages, on fait beaucoup de questionnaires, beaucoup de stratégies par rapport à ça. Donc on repensait ça. Et comme je te disais, on a fait ça il y a plus de 10 ans, 10, 12 ans, et les concepts qu'on avait réussi à développer sont pas encore sur le marché. Donc c'est-à-dire on a fait du bon travail, on a vraiment poussé assez loin la pensée. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces grosses marques-là ont des designers en interne. Et en fait, ils nous embauchent pour faire justement du design qui est beaucoup plus prospectif, beaucoup plus innovant, pour pouvoir inspirer leurs designers en interne. En général, c'est un peu comme ça que travaillent les grosses marques quand elles travaillent avec des studios externes. Donc j'ai fait ça pendant 6 mois. Après, je suis parti à Hong Kong pendant 4 ans. Euh, ouais, très belle aventure, partir en Asie, un gros challenge en soi. Wow. Euh, mais c'était vraiment sympa. 4 ans à Hong Kong dans un autre studio de design. Là, je travaillais aussi pour des marques électroniques comme Philips ou Lenovo. Donc c'était tout ce qui était Philips, c'était tout ce qui était produit de beauté par exemple, donc sèche-cheveux, rasoir, vraiment tout ce qui était pour l'Asie comme ça. Et Lenovo, c'était vraiment tout ce qui était électronique. Et à chaque fois, il y a plein de petites startups, mais je parle souvent des grandes marques, comme ça donne un peu la direction dans laquelle je travaillais. Euh, Après ces 4 ans à Hong Kong, je voulais continuer à grandir en tant que designer, en tant que personne aussi. Et du coup, je suis retourné aux États-Unis, retourné à New York, dans une autre agence cette fois. J'ai toujours travaillé qu'en agence de design. Je trouvais ça assez challengeant et tout le temps de devoir changer de projet. Donc, je suis retourné aux États-Unis. J'étais lead designer pour Honeywell, pour VIX, donc tout ce qui était air, donc c'était purificateur, humidificateur, ventilateur. Pour OXO, ce qui était accessoire de cuisine, je faisais pas mal de petits projets pour eux. Braun, ce qui était thermomètre pour les enfants, prendre la température justement. Donc, j'étais lead designer pour ces 4 grosses marques-là. Donc, pareil, toujours plein de petites startups à côté, mais on parle souvent vraiment des produits plus électroniques. Super expérience. Et c'est vrai que Hong Kong, c'est une grosse ville, New York, c'est une grosse ville, deux ambiances totalement différentes, mais vraiment avec le fait d'être dans une ville où faut pas se laisser abattre. Faut vraiment, on court partout, on travaille tout le temps. Mais c'était vraiment sympa. La mini-histoire, c'est que ma femme devait me rejoindre aux États-Unis. Elle a eu un emploi, mais pas de job. Pardon, elle a eu un job, mais pas de visa, en fait. Son visa est un peu plus compliqué à avoir. Donc, elle a choisi d'aller pendant un an à Montréal, justement, pour pouvoir attendre de repostuler et d'avoir la loterie pour le visa pour les États-Unis. Elle est tombée en amour de Montréal, la jolie histoire. Moi, je suis venu 4, 5 fois à Montréal, en fait, et je suis aussi tombé en amour de Montréal. Je trouve que les gens ici sont vraiment
les gens sont caring. C'est vrai, c'est pas la même mentalité, justement. Et après avoir fait deux, trois grosses villes, bah, je pense que se retrouver dans une ville plus humaine, où l'humain passe avant tout le reste, je pense que ça nous représentait vraiment bien. Et du coup, à la place qu'elle me rejoigne aux États-Unis, j'ai décidé, moi, de déménager à Montréal. Donc c'est pareil, quand on parle de parcours un petit peu entrepreneurial, un petit peu du jour au lendemain, c'était un peu ça, parce Mm. qu'on est arrivé sur Montréal, on n'avait pas d'amis, pas de réseau professionnel, donc commencer un petit peu tout de zéro. Mais c'est un challenge et on a réussi à bien se débrouiller à ce niveau-là. Donc j'ai continué, j'ai fait 1 an et demi de freelance pour des clients que j'avais toujours un petit peu en Asie, États-Unis, en France. Et puis démarcher un peu et commencer à créer mon réseau sur Montréal et sur le Québec parce que fallait vraiment que je fasse quelque chose d'ici en fait. Et au bout d'1 an et demi de freelance, ça marchait plutôt bien. Donc j'aurais pu rentrer dans un autre studio de design sur Montréal, il y a des très bons studios. Mais je voulais vraiment avoir un impact un peu différent et puis j'ai une vision du design différente de ce que je trouvais ici. Donc j'ai monté Punctuate Design au bout d'1 an et demi avec vraiment la volonté de, heu, ch changer la façon dont on développe les produits, c'est un grand mot, mais en tout cas repenser le développement, on va dire. Et un peu comme je présentais Punctuate au départ, c'est vraiment pour réduire l'impact environnemental des produits. Donc en ayant travaillé en Asie, pour des grosses marques, en ayant travaillé aux États-Unis pour d'autres grosses marques, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment, un besoin en fait ici, parce que jusqu'à maintenant on crée des produits pour créer des produits, sans je vais pas dire sans vraiment penser aux utilisateurs, mais on pensait beaucoup plus au côté capitaliste qu'au côté, environnement et produit en soi. Donc avec Punctuate, c'est vraiment tous les clients pour lesquels on travaille, que ce soit des startups, des PME, on essaie vraiment, de réduire l'impact et de les aider d'aller dans cette direction en fait. Mais aussi que Heu ça soit payant en bout de ligne quand même un petit peu. Exactement. Mais ça, je pense, c'est un truc où, ça fait peur à des gens quand on parle d'éco-conception ou d'avoir des produits qui sont plus responsables ou de repenser, la parfois ça veut dire aussi repenser le business model. Ouais, Parfois ça fait peur, mais moi je suis plus du côté que c'est plus rentable et au final, on fait potentiellement plus d'argent même si on conçoit bien son produit plutôt que pas. excellent. Non, c'est très clair. Heu, Actuellement, mettons les types de clients avec lesquels tu travailles, est-ce que tu as des industries plus spécifiques ou des types de produits que tu aimes développer ou que vous avez développé une expertise ou c'est très large? C'est assez large en vrai. Comme ce que je te disais, c'est qu'on travaille sur des par exemple, des jardins d'intérieur, on travaille sur des luminaires solaires, sur des batteries pour emmagasiner de l'énergie aussi, pour redébloquer ça dans la maison. On travaille aussi sur des petits produits médicaux pour réduire les douleurs de menstruation. Là, on a 2 projets qui viennent de rentrer, un projet qui est plus pour faire du backpack, un peu du sac à dos par exemple, pareil responsable avec des matières responsables où, le sac peut être évolutif en quelque sorte. On a aussi un projet là le deuxième qui vient de rentrer, plutôt au niveau des enfants. Comment repenser le développement, des enfants, en fait, via des jeux. Donc c'est totalement différent. Par contre, tous les projets qu'on prend, il y a toujours un impact environnemental ou un impact humain et c'est vraiment là on va mettre le focus. Par exemple, pour les produits pour enfants, c'est un produit qui va être plus modulaire, par exemple. Modulaire, réparable, démontable, même potentiellement par les enfants eux-mêmes, pour qu'ils puissent apprendre à réparer un produit. Donc c'est vraiment un côté éducation qu'on essaie de mettre en place par rapport à ça. Très hot, merci. C'est super, vraiment instructif aussi de voir parce que, tu sais, ça reste qu'on se dit que les produits doivent évoluer à quelque part, mais comment le faire quand tu es une PME? Ben, de faire affaire avec une personne externe comme toi, ça peut aider à avoir une expertise, puis avoir un recul sur ses propres produits, puis de faire sortir un peu la pensée, en dehors de la boîte. Fait que moi, je pense que c'est vraiment intéressant pour, plusieurs clients ou, dans mon audience qui pourront écouter, notre vidéo aujourd'hui. Dis-moi, Thibaut, à travers ton profil, tu as vécu de l'intrapreneur, à l'entrepreneur aujourd'hui. Ça serait quoi un de tes grands apprentissages que tu as fait dans ton parcours jusqu'à présent? Oh! Un de mes grands apprentissages, c'est une très bonne question. Heu, je pense que même quand c'était un domaine que je connaissais pas, j'ai toujours été très, très curieux en vrai et donc du coup, même si c'est quelque chose que je connaissais pas à l'origine, c'est quelque chose sur lequel j'ai fait beaucoup de recherches et ouais et en fait, j'ai appris. Je pense qu'une grosse partie de mon apprentissage et pour revenir à ta question, c'est que sur chaque nouveau projet, justement, il y a des personnes qui sont plus spécialisées sur un produit et qui vont apprendre et qui vont être les experts. Nous, je pense qu'on est bon sur plein de domaines, mais on n'est pas forcément expert. À part éco-conception, évidemment, c'est notre domaine,
mais je pense que ça permet justement d'ouvrir différentes portes et arriver à croiser certaines choses. C'est-à-dire si on travaille sur un produit qui est plus dans le médical, par exemple pour les douleurs de menstruation, et après un produit, heu, Pour les enfants. ouais, pour les enfants par exemple, bah, peut-être qu'on peut essayer de croiser certains liens et en apprenant sur un projet, pouvoir transférer ça sur l'autre. Et je pense que c'est aussi un gros avantage de travailler avec Mmh, un studio, c'est qu'on est moins expert sur un type de produit, mais plus sur une expertise en général, en fait. mmh. Ouais, puis Donc j'ai être un de curieux. mes ouais, pardon, excuse-moi. Moi, je disais du coup, être curieux, c'est vraiment, je pense, un des atouts, Non, puis tu sais, j'ai déjà fait une rencontre dans une autre entrevue, puis la personne a parlé de cross-fertilisation. J'ai adoré ça parce que, tu sais, c'est sûr que si tu vas polliniser la fleur, ça va peut-être créer une plus belle fleur dans le ouais, jardin voisin. Fait que c'est la même chose. C'est toi, tu peux utiliser des idées dans un secteur, puis les mélanger, puisque ça donne quelque chose de complètement plus éclaté de l'autre côté. Fait que moi, je trouve que c'est une belle technique. Puis je fais aussi la même chose dans le coaching. Là. C'est un peu mon approche aussi. Je suis pas experte. Puis quand les gens me disent: «Tu es experte dans quoi?» Je suis pas une experte de la construction. Par contre, j'ai certains clients dans la ouais, construction, dans l'immobilier qui fait que, ben, je vais utiliser certaines expertises, puis je vais pouvoir les transposer dans une autre. Fait que moi, je crois beaucoup comme toi, à cet aspect-là, puis d'avoir une curiosité. On se tanne pas d'être dans plein d'industries différentes non. aussi, tu sais? C'est vraiment ça nous amène à nous dépasser dans chacune, puis de fouiller, comme tu dis, puis Puis d'être dans la je pense recherche. que c'est vraiment des avantages de quand une les startups, c'est un peu un modèle différent ou en tout cas, enfin, c'est des clients différents, mais quand on parle plus de PME, je pense que c'est vraiment l'avantage de passer par un studio de design ou en tout cas une boîte extérieure plutôt qu'en interne. C'est qu'on peut avoir 10 personnes internes qui vont s'occuper de faire du développement produit, mais c'est des gens qui connaissent déjà le secteur, qui sont habitués, qui connaissent aussi déjà les contraintes, parce qu'il y a beaucoup de contraintes, des contraintes de fabrication, des contraintes de coût, plein de contraintes qui vont faire que même la façon de penser le produit va déjà être un peu plus, bah, contraint versus un studio ou en tout cas une boîte externe qui va penser de zéro en fait, qui va potentiellement trouver des solutions sur lesquelles on n'a pas encore réfléchi ou des avancements qui ont pas été pensés en fait. Et je pense Oui, que c'est vraiment une grosse, bah, une part vraiment importante de travailler avec une compagnie externe. tout à fait. Hem, En avançant un petit peu dans ton processus d'entrepreneur, est-ce que, tu es à l'aise de nous partager un de tes plus gros enjeux, puis comment tu l'as adressé? Parce que c'est sûr que, tu sais, je vais parler souvent de la conjoncture économique, je vais parler de la période de la COVID, tout ça, puis ça a amené les entreprises à justement se réinventer par la situation économique. Est-ce que toi, tu as eu des enjeux, puis comment tu les as, adressés, puis comment tu as justement innové dans ton entreprise, dans tout ça? C'est une une très, très bonne question dans le sens où, bah, Punctual Design, je l'ai monté il y a maintenant 2 ans et demi. Donc c'était au début du covid en fait, c'était en janvier 2021. Donc c'était ouais, juste avant le début du covid et pour moi, ça a plutôt été un point positif, on va dire, le covid, dans le sens où il fallait que je fasse beaucoup de relations. J'étais arrivé à Montréal, ça faisait 1 an et demi que je faisais du freelance, mais mon réseau, j'étais en train de le bâtir, donc j'allais rencontrer des gens, j'allais faire des meetings plutôt justement présentiels et d'un seul coup, tout est fermé, on fait que des rencontres virtuelles. À la place de faire 2 rencontres par jour, je peux en faire 10 et c'est bête, mais en fait, je pense que c'est ce qui m'a aidé à faire que, bah, maintenant ça fait 2 ans et demi que j'ai monté le studio. On est, 4 personnes full-time plus 3 stagiaires en général. Donc on est 7 en 2 ans et demi et on a pas mal de projets qui rentrent. Donc je pense que sans le covid, on ne serait pas là où on en est maintenant, par rapport à toutes les rencontres que j'ai pu faire, les mises en relation, les ouais, je faisais beaucoup d'appels au téléphone, je faisais beaucoup, beaucoup de visio, mais je pense que ça a été vraiment quelque chose qui nous a aidés, nous, à grandir en 2 ans et demi, en tout cas. Bravo. Ben, moi, je pense que c'est un bel exemple que tu peux donner parce que, tu sais, les gens se disent dans la période qui était un peu plus ralentie de l'extérieur, ben, tu as pris action, au lieu d'attendre que le téléphone sonne, tu as pris le téléphone pour appeler, faire ton développement des affaires. Puis ça t'a permis moi aussi, je suis à la même place que toi, de multiplier les rencontres au lieu Mmh. d'en avoir une ou deux en présentiel qui fait que, ben, ton développement des affaires va moins vite parce que tu rencontres moins de monde. C'est un calcul assez rapide, là. Fait que, Et puis même au jour d'aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on a gardées, bah, les outils qu'on a développés à l'intérieur du studio, tous nos workshops, bah, en fait, il y a des frameworks qu'on a développés qui sont tout est digital quasiment. Donc en fait, maintenant même quand on fait des workshops en présentiel, on a toujours une partie un peu télé où c'est moitié digital, moitié présentiel. Donc on garde la relation vraiment humaine, on interagit tous ensemble dans la même pièce, on peut vraiment échanger. Par contre,
tout a une trace digitale. Donc, on n'a plus forcément de papier, c'est plus facile pour les échanges, les clients peuvent avoir accès tout le temps. Donc, on a vraiment essayé de garder tous les points positifs qu'on avait eu pendant le Covid, justement. Excellent. Puis dans ton processus, maintenant que tu vas être bientôt considéré comme plus une start-up, ça s'en vient bientôt, fait que Bientôt. t'as la moitié du chemin de fait. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des entrepreneurs justement qui vivent la croissance puis qui sont en situation, moi je dis souvent, de chaos semi-contrôlé. Ils ont l'impression que ça avance, mais pas nécessairement à la vitesse qu'ils voudraient, ou que là, ils ont l'impression qu'ils sont en contrôle, puis là, oups, ils l'échappent un petit peu. Ce serait quoi tes conseils que tu pourrais, ou un conseil que tu voudrais donner à des entrepreneurs qui vivent une croissance puis qui sont en situation de chaos semi-contrôlé? Je pense que je vais en donner 2. Un seul, ça va Vas-y. être très dur. Le premier, quand on commence, je pense, j'allais dire tout le temps dire oui. Dire oui à tout au départ, je pense que c'est vraiment important. Oui aux rencontres, oui aux projets, que ce soit un petit projet, un gros projet, peu importe, je pense qu'on peut toujours apprendre et on commence, donc on n'a rien à perdre. Je pense qu'au début, c'est vraiment se faire connaître, commencer à se faire un nom, se faire une réputation, mais aussi prendre de l'expérience. Et plus on dit oui, plus on fait de choses, plus on a de l'expérience. Toujours en faisant attention, mais je pense que dire oui est très important. Et au bout d'un certain moment, je vais dire commencer à dire non. Donc je vais dire même l'inverse. Je vais dire que, maintenant, ça fait 2 ans et demi, il y a des projets auxquels on peut vraiment se permettre de choisir, en fait. Donc maintenant, on commence à dire non à certains projets, non à certains clients, choisir si c'est un projet qui ne va pas avec nos valeurs et qui ne va pas dans l'impact, dans la direction qu'on veut, bah, du coup, potentiellement dire à cette personne, à ce client qu'il y a des studios qui sont potentiellement mieux pour répondre à la demande et du coup, savoir dire non pour choisir des meilleurs clients et puis, vraiment avoir l'impact qu'on veut avoir. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu dire oui au départ et dire non à la fin. J'adore, j'adore, j'adore. Puis tu sais, je pense que le yin et le yang, ça va ensemble. Fait que je pense que le oui et le non, comme tu l'as dit, ça va ensemble, mais ça dépend. Tu sais, puis tu l'as bien expliqué. Puis je pense que les compagnies qui sont aussi dans le service, on a ce questionnement-là à un moment donné de dire, OK, on élargit, puis on pense qu'en élargissant, on va bien servir notre entreprise, mais à un moment donné, c'est de se spécialiser puis de se dire, OK, moi, ma niche est là. Puis comme tu l'as dit, comment je fais le choix de mes clients? C'est grâce à mes valeurs. Puis c'est grâce aussi à l'impact, puis quel type de client avec qui je veux travailler. Fait que, tu sais, est-ce que c'est un type de l'industrie ou plus l'individu qui a envie de faire les choses différemment, puis qui va vraiment coller à ton entreprise. Fait que moi, je pense que Bah, c'est un excellent conseil. Et tu sais quoi? En bah, un an, parce ouais. que je célèbre avec toi mes un an d'entrevue sur les Ah, projecteurs. félicitations! Merci, merci. Et je te dirais que c'est la première fois qu'on va là. Donc, de savoir dire oui et un jour de savoir dire non. Donc, merci pour ce super conseil, puis que je vais moi-même aussi me le rappeler à certaines occasions parce que je suis comme toi, puis je vis ces situations-là des fois que mieux vaut dire non à un moment donné quand on sait que le fit va moins être là, puis que on se, on se, on se dit, on se donne un petit cadeau à soi-même parce que des fois, on va ramer à contre-courant, puis des fois, c'est difficile. Et puis Euh, je pense que c'est super important et c'est vraiment aussi quelque chose qui nous différencie, c'est que, tu sais, tous les gens avec qui on travaille, nos partenaires, nos fournisseurs, nos clients, on a réussi à se créer un vrai beau réseau, en fait. Et maintenant, tout le monde, la majorité de nos clients, en tout cas, et de nos partenaires et fournisseurs, ont les mêmes valeurs que nous, les mêmes envies de travailler, les mêmes. En fait, c'est vraiment du travail collaboratif. hmm, La façon dont on travaille avec nos clients, c'est beaucoup de workshops au départ. Après, on fait tout ce qui est développement de produits, mais il y a toujours des petits workshops, ça involve toujours le client ou nos fournisseurs. Et je pense que, ouais, on a réussi à créer un très bon réseau avec des très belles valeurs. Et je pense que c'est aussi ça une de nos forces. C'est, hmm. oui, on fait du très bon travail, mais les gens viennent aussi nous voir pour nos valeurs et pour ce qu'on leur apporte en tant qu'individu, pas juste en tant que compagnie. Ouais, puis tu sais, je pense que de plus en plus, même les jeunes, c'est ce qu'ils recherchent. Tu sais, Ouais. on en parlait en dehors de l'entrevue officielle, mais tu me parlais que tu n'avais pas d'enjeu de recrutement parce que justement, les jeunes veulent adhérer à tes valeurs. Tu sais, explique-moi un petit peu, tu sais, on va changer la dernière question pour la prochaine qui est vraiment en lien avec ton recrutement. Tu sais, qu'est-ce qui, à ton avis, a fait que tu n'as pas de problème de recrutement, toi, contrairement à d'autres compagnies? Je pense que c'est vraiment nos valeurs. Mm, Nos valeurs, la mission et la vision de la compagnie aussi. mm, Bah, c'est vrai que c'est ce que je te disais, c'est que, tu sais, je reçois 3, 4, 5 CV par semaine, que ce soit en design, en marketing, en ingénierie et parce que les gens veulent être
les gens veulent être inspirés, en fait. Les gens veulent avoir un impact, les gens veulent faire quelque chose où ils sont utiles, en fait. Et quand je dis les gens, c'est tout le monde, même moi, en montant le studio, je voulais vraiment être utile et redonner, en fait. Mmh. Donc je pense que c'est ce que les gens cherchent vraiment maintenant dans des compagnies et même nos clients. Nos clients veulent travailler avec nous aussi parce que c'est une façon de redonner, c'est une façon de travailler avec quelqu'un où ils savent que ça va avoir une certaine valeur et ça va avoir un certain impact. Donc oui, c'est sûr qu'au niveau du recrutement, on a 0 souci. C'est hyper agréable en fait, de de savoir que tout le monde galère à trouver des gens et que nous, en fait, on a 0 problème. C'est plutôt, je peux pas parfois tout répondre à tout le monde, donc c'est un peu dommage. Mais non, c'est un beau problème là-dessus. Tout à fait. Fait que je voulais te le faire répéter parce que moi, j'ai trouvé que c'était quand même une de tes forces, qui te distingue puis qui te permet aussi de recruter des talents de qualité, qui te permet aussi d'offrir un Mmh, service de qualité. Fait que oui, d'avoir des valeurs, puis d'avoir une vision claire et inspirante, mais aussi d'avoir une mission qui va rejoindre le futur. Puis les jeunes, c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui, avoir un impact. Puis tu l'as bien mis en place dans ton entreprise. Donc bravo, c'est tout à ton honneur. Tu as suivi pas l'argent parce que tu aurais pu être designer dans des grosses boîtes puis continuer ton tour du monde, mais tu as choisi de t'arrêter pour l'aspect humain, puis de rester fidèle à tes valeurs en créant une entreprise pour, bien entendu, avoir des clients et des staffs à ton image, avec un aspect humain et avec un impact. Fait que bravo, bravo. Merci d'avoir pris le temps, merci à toi. pris le temps avec moi aujourd'hui, Thibaut. Puis, je vais inviter les gens à aller, bien entendu, consulter ton site web. Est-ce que tu veux nous le donner, verbalement? Ouais, c'est, punctuatedesign.com. Excellent. Fait qu'on va pouvoir rentrer en contact, puis, via nos plateformes, infolettes, réseaux sociaux aussi, on va mettre les liens vers ton site. Donc avec grand Super. plaisir, on va te Merci suivre encore. dans tes nouveaux projets. Merci, Merci beaucoup Catherine. à bientôt.